11h30. Tendance première. Véronique Tiberghien. Il est grand temps d'ouvrir notre dossier du jour consacré au fait de commander aujourd'hui par le geste, puisqu'on vous l'expliquait aujourd'hui, d'un simple glissement de doigt, le monde est à votre portée, puisque c'est exactement ce que vous faites lorsque vous utilisez votre smartphone. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez également la possibilité de commander par le geste la lumière chez vous, par exemple, le chauffage aussi, certaines fonctions de votre voiture, et dans l'avenir peut-être même la conduite de votre voiture. Vous avez aussi l'occasion de commander votre frigo, votre percolateur, votre téléviseur aussi, par ce simple geste de la main ou du doigt. Mais qu'il s'agisse d'un toucher aérien ou d'un toucher tactile, eh bien l'interaction homme-machine pose quand même certaines questions aujourd'hui. Avec un simple geste aussi naturel et, paraît-il, non intrusif, en tout cas c'est ce qu'on nous en dit, est-on vraiment maître de cette gestuelle qui nous envahit aujourd'hui? On va en parler avec nos invités, notamment Jean Van der Donk qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Véronique. Informaticien à l'UCL. Nous avons également avec nous Lionel Lawson. Bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes le CEO de Skemi. Tout à fait. Qui est une start-up, on va découvrir avec vous, qui a moyen, par le geste, de s'amuser avec à peu près 350 autres personnes. Tout à fait. Et de pouvoir faire ce qu'on appelle des jeux massifs. Exactement. Des jeux de masse. Vous avez testé évidemment votre travail au sein de plusieurs cinémas et peut-être que parmi nos auditeurs, certains ont eu l'occasion de tester cette expérience et de faire cette expérience ludique avec vous. On va expliquer évidemment dans quelques instants en quoi ça consiste. Jean Van der Donk, c'est vrai que la commande par le geste, elle est partout aujourd'hui. On dit toujours un mot, un geste, et l'ordinateur fait le geste, Ouais. et le reste Ouais. en même temps. Mais oui, technologiquement, on peut le faire. Mais il faut bien distinguer, mais nous connaissons bien les gestes tactiles que l'on peut faire sur sa tablette, sur son smartphone. Mais aujourd'hui, maintenant, les aéroports, même les centres commerciaux, les magasins, vous offrent en fait des écrans devant lesquels vous pouvez interagir sans toucher, donc pas de contact physique. Alors c'est bien dans ce cas-là aussi, mais c'est bien aussi, par exemple, pour les chirurgiens qui doivent regarder, par exemple, les radiographies de leurs patients sans toucher, puisque en milieu médical, évidemment, la stérilité et les conditions hygiéniques sont imposées. Mmh. Alors, évidemment, tout cela nous avait fait rêver à l'occasion de la sortie du film de Minority Report, comme je le disais. Alors, depuis, nous, on a choisi comme illustration les Avengers, parce que Iron Man a l'habitude d'utiliser, de manipuler des ordinateurs comme ça, en faisant des grands gestes dans son salon. Mais, in fine, on se pose quand même pas mal de questions par rapport à l'utilisation de cette gestuelle, parce que même le tactile commence un tout petit peu à disparaître. En tout cas, c'est la volonté aujourd'hui de nombreuses start-up et entreprises, parmi les plus grandes d'ailleurs, d'éviter même que l'on soit en contact avec les objets. Oui, alors d'abord, évidemment, la première situation, c'est d'éviter tout contact physique. Plus besoin de clavier, pas de souris, pas d'écran, rien en fait. Mais surtout aussi, c'est ce que j'appelle la situation yeux libres. Ouais. On connaît bien les téléphones mains libres, mais maintenant, on pourrait imaginer aussi d'interagir avec son système, sa voiture, en yeux libres. C'est-à-dire, je n'ai même plus besoin de regarder, puisque le geste, je peux le faire partout, sans même le regarder. Alors, on va expliquer ce qu'est Skemi, par exemple, et vous proposer justement de découvrir, et évidemment aussi ce que cela représente, de pouvoir être dans une espèce de jeu massif. Alors, si vous avez l'image et que vous nous regardez, vous aurez l'occasion, même sur Rovio, de voir des extraits de ce qui se fait en la matière. Alors, Lionel Lawson, le principe, c'est quoi? C'est de faire participer un maximum de monde à un jeu que tout le monde connaît ou que les gens essayent de maîtriser. Alors ça va du jeu le plus simple, parfois à des jeux plus complexes. J'ai vu sur votre site qu'il y a quand même des choses, il faut quand même y aller. Et de faire participer, par exemple, une salle entière à un jeu. Oui, tout à fait. Donc le principe, effectivement, c'est de faire interagir un groupe de personnes. Et un groupe, ça peut être 5 comme 2000 personnes, ensemble, et les faire vibrer ensemble. C'est ça, en fait, le principe. Et on utilise le geste pour nous permettre de synchroniser chaque individu, chaque être humain. Parce que le geste améliore vraiment l'engagement du public. Et donc, le fait que vous ayez 350 personnes qui font le même geste en même temps pour commander soit une voiture, soit couper des fruits, soit faire des dons d'organes, soit faire une manipulation pour la prévention sécurité, en fait, c'est la même chose. On les synchronise émotionnellement, on facilite le partage des émotions sociales. Et du coup, on a un meilleur engagement, on a une meilleure adoption des messages ou
changements de comportement. Alors, ce qui est quand même plutôt sympa, je trouve, c'est que tout le monde, si par exemple on prend une salle de cinéma, puisque vous l'avez expérimenté beaucoup dans les salles de cinéma, si on prend une salle de cinéma, c'est tout le public qui doit participer, être solidaire. Tout à fait. Et ce qui est génial, en fait, vous l'avez pas encore vécu, mais ce qui est génial, c'est qu'on voit vraiment cet effet de contagion émotionnelle. Ouais. Donc, imaginons, vous avez 300 personnes, et vous en avez 20 qui commencent à jouer. Vous allez voir que toute la salle, tout doucement, va s'allumer. Ce sont les 350 personnes après qui vont jouer. Et simplement, il y a vraiment un effet de déconnexion. On rentre dans un état primitif où on s'amuse, quoi. Qu'on soit CEO, qu'on soit vraiment, peu importe le niveau social, tout le monde est ensemble, on forme un et on s'amuse. Oui, parce que 20 personnes, ça suffirait pas à faire complètement le jeu, c'est ça en fait, la taille du groupe, le groupe dépend de la taille de la salle. Donc si vous avez une salle de 300 places, 20 personnes, c'est pas grand-chose. Donc 20 personnes, il faut une salle beaucoup plus petite. Ouais. Mais quand vous êtes dans une salle de 300 personnes, en fait, il suffit qu'il y en ait 5-10 qui commencent à jouer, et en fait, les autres les observent, et donc on rentre en synchronie. On commence à voir ce qu'ils font, d'ailleurs ce qu'on voit là sur les images, et après c'est vraiment génial, quoi. C'est ça. Et en plus, vous faites participer 2 salles différentes au même jeu, et donc il y a vraiment en plus un esprit quand même de compétition. Ouais, donc là où on pousse le bouchon un peu loin, c'est que notre spécialité maintenant, c'est de faire des battles entre plusieurs sites. Donc c'est pas. Ah oui, c'est même pas uniquement, par exemple, au Kinépolis Bruxelles ou quoi que ce soit. Ça peut être à Paris, Bruxelles. Voilà, donc on a fait plusieurs pays. On a fait la France contre la Belgique contre les Pays-Bas. Typiquement en France, on est pas mal développé. On fait des compétitions entre 5 villes, 10 villes, ainsi de suite. Et là, c'est non seulement on a le groupe en local qui est surexcité, mais en plus, quand Paris arrive à battre Marseille ou Marseille arrive à battre Paris, ouais. c'est la folie furieuse. Vous l'avez fait, alors les images qu'on voit ici, c'est avec... vous travaillez beaucoup avec Disney. Tout à fait. Là, c'était avec Vanaya, mais vous l'avez fait avec Cars, et c'est avec Cars que vous avez fait une compétition... Entre plusieurs pays, tout à fait. Plusieurs pays. Exactement. Et on le voit, effectivement, tout le monde finit par participer dans la salle. Même si au début, on voit des gens un peu plus timides. Les enfants, ça marche super fort. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est intergénérationnel, que ce soit les grands-parents, les enfants, les ados. Comme je disais, c'est vraiment ce côté, on va toucher les émotions primitives du public. Et en fait, nous sommes tous des enfants, on a tous envie d'avoir du fun, de s'amuser et surtout de se lier avec d'autres êtres humains. Donc il y a vraiment ce côté, Skemi, c'est vraiment de l'appartenance. On crée du sentiment d'appartenance en passant par le jeu, qui est un moyen, je dirais, ludique et du coup moins sérieux. On arrive à déconnecter et rester moins dans le mental et plus dans l'émotionnel. Mmh. Alors, on ne vous dévoilerait pas tous les secrets de fabrication, évidemment, hein, mais dans quelques instants, on expliquera quand même comment s'effectue cette interaction homme-machine qui est quand même très particulière, puisque c'est jusqu'à 300 personnes qui font et qui initient un mouvement de la machine. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'interaction homme-machine, c'est votre domaine de prédilection, et c'est ça qui vous a donné l'idée de fonder Skemi. Alors, ici, on est dans un cadre très ludique, finalement, on pourrait se dire, mais voilà, c'est rigolo, ça peut donner de chouettes moments pour tout le monde, Jean. Ah oui, la dimension ludique est évidemment une des dimensions principales, puisqu'effectivement, le geste fait partie de notre patrimoine humain, et donc nous communiquons beaucoup par geste, tout en parlant d'ailleurs. La preuve, c'est que vous commandez vous-même aussi vos opérateurs par le geste. Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons évidemment commander beaucoup d'autres gestes aussi possibles, mais est-ce que c'est vraiment... Alors c'est très naturel, par exemple dans le cas du jeu de Skemi, c'est très naturel, personne ne doit apprendre quoi que ce soit pour piloter le système auparavant, donc c'est très naturel, c'est très intuitif et c'est très contagieux. Mais maintenant, pour d'autres systèmes, il faut les apprendre, ça c'est moins facile. Mm-hmm. Par exemple, si je regarde les smartphones, les constructeurs différents, à part les gestes standards de navigation sur les smartphones, tous les constructeurs ont des gestes différents. Donc, si jamais je veux passer d'un téléphone A à un téléphone B, je suis obligé de réapprendre les gestes de l'autre. C'est ça. Il n'y a pas un langage du geste unique pour le moment. Pas encore. À part pour les gestes de base, comme naviguer ou bien faire un zoom avant, zoom arrière, ces gestes de base-là, oui, mais les autres, non. Mmh. Je voyais dans des vidéos de présentation des choses... Alors, d'abord, j'étais très étonnée parce que ce type d'interaction homme-machine par le geste aérien existe depuis le début des années 2010. Déjà en 2012, il y avait une petite capsule qui était sortie pour pouvoir se passer du geste tactile, avec son ordinateur, etc. Bon, elle a pas marché, hein, elle est tombée un peu dans l'oubli, mais voilà. Et pour allumer la lumière chez soi ou des choses comme ça, on peut installer une domotique particulière aussi. Et donc, je me disais, mais c'est plein de gestes qui font partie d'un langage qui n'est pas si naturel que ça. Tout à fait.
Voilà, justement, lorsque les constructeurs imposent les gestes, par exemple, certains constructeurs de télévision intelligente imposent des gestes pour manipuler à distance leur télévision, mais aujourd'hui, on se rend compte que justement, ce sont les plus mauvais gestes. C'est que les gens, quand ils veulent utiliser leur télévision pour, par exemple, augmenter le son, diminuer le son, passer à la chaîne suivante ou revenir à la chaîne précédente, ils font d'autres gestes. Et ce système-là ne les comprend pas. Et c'est vrai que ce manque de langage unique pourrait poser éventuellement problème à l'avenir, j'imagine. Alors, pas ici pour Schémi, parce que vous l'avez dit, en plus, c'est des gestes plutôt simples. Il y a toujours un animateur dans la salle de cinéma pour expliquer quels sont les gestes à faire et des choses comme ça ? Non, pas forcément. Donc, c'est ça la force du groupe, c'est que nous sommes forcés de parler en langage universel. Ouais. On ne peut pas se permettre d'être extrêmement précis, ou en tout cas un geste tellement compliqué qu'il faille 15 minutes pour le comprendre. Donc, on doit inventer des gestes qui permettent à 2000 personnes de comprendre en 10 secondes ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, on utilise vraiment des gestes qui sont complètement naturels, comme disait Jean, et intuitifs. Donc, on n'a pas ce problème d'apprentissage du geste ou d'universalité du geste, puisque les gestes qu'on utilise sont littéralement, ils sont intuitifs par rapport à l'action qu'il faut faire à l'écran, par rapport à l'émotion aussi qu'on veut que le public ressente. Si on veut qu'il ressente une émotion intense, on va faire des gestes intenses. Ouais. Si on veut qu'il ressente une émotion calme, comme on a des jeux de méditation par exemple, on leur fait des gestes extrêmement lents. Donc des gestes sont vraiment complètement cohérents avec l'émotion qu'on voudrait qu'il ressente. Mais ça doit être des gestes simples et plutôt amples, j'imagine, pour être repérés. C'est ça, des gestes plutôt intuitifs. Oui. Pas forcément simples, donc intuitifs. Donc quand je vois une action, je dirais 80% de la salle va faire le même geste. C'est ça. Donc il pourrait être compliqué, mais tant que 80% de la salle pense à ce geste-là, c'est l'essentiel. Ah oui, d'accord. Donc alors, c'est vrai que par exemple, si vous voulez que ça aille à droite, vous levez les deux mains et vous allez vers la droite. Exactement. Avec les mains. Voilà, on va pas faire plus compliqué que ça. Ouais. Alors, on parle de commander par le geste, commander à la machine par le geste, et on s'est posé la question de savoir si vraiment on pouvait utiliser ce terme de commande et de commander. Est-ce qu'on était vraiment à la commande de ces gestes ou pas ? Et on a posé la question à Antoinette Rouvroy, qui est philosophe et qui ne pouvait pas être malheureusement avec nous aujourd'hui. Elle le regretterait vraiment beaucoup, parce qu'elle, Antoinette Rouvroy, elle parle de l'illusion de la commande par le geste. On a souvent l'impression que dès lors qu'on commande quelque chose, on est littéralement aux commandes. Or, le philosophe Giorgio Agamben l'écrivait très bien. Les dispositifs technologiques sont définis, disait-il, par le fait que le sujet qui les utilise croit les commander. Et en effet, il presse sur des touches définies comme commandes, où on imagine il fait certains gestes à travers des dispositifs dématérialisés, des interfaces qui ne se voient même plus comme interfaces. Mais en réalité, dit Agamben, il ne fait qu'obéir à un commandement qui est inscrit dans la structure même du dispositif. Le citoyen libre des sociétés démocratiques technologiques est un être qui obéit sans cesse dans le geste même par lequel il donne un commandement. Et je trouve que c'est très pertinent pour décrire ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Ça veut dire que même quand on clique quelque part, quand on a une fonction, quand on effectue une fonction sur le numérique, en réalité, nous ne sommes pas totalement libres de nos gestes. Non, parce que l'infrastructure technologique, l'infrastructure technique, les interfaces codent bien entendu les usages. C'est-à-dire que ce qui est placé comme algorithme, ce sont effectivement par exemple des algorithmes qui déterminent ce que chaque utilisateur voit apparaître sur son écran lorsqu'il y a encore un écran. Et ces algorithmes décident de ce que vous voyez, qui ne sera pas nécessairement la même chose que ce que verrait votre voisin, puisque ces algorithmes adaptent, si vous voulez, l'interface, adaptent les informations qui vous sont envoyées en fonction de votre profil. Et ce profil est un profil qui, notamment, atteste de certaines de vos propensions. Donc, l'infrastructure technologique, les algorithmes, codent les usages, c'est-à-dire qu'ils structurent par avance vos champs d'action, et même à la limite de pensée, ou même à la limite de choix possibles. Jean Van Hordong. C'est la réalité, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'est pas tout à fait à la commande. Oui, non, c'est-à-dire que les matériels qui sont vendus par les constructeurs imposent les gestes du constructeur. Mais aujourd'hui, on travaille en sens inverse. On demande aux gens, mais vous, quel geste vous préféreriez-vous ? Quel geste préféreriez-vous pour effectuer telle ou telle action ? Oui. Par exemple, prenons un autre exemple. Des personnes âgées qui sont par exemple dans leur domicile peuvent faire un geste pour commander une alarme, par exemple en cas de chute ou autre, et donc même plus besoin de toucher un bouton. Mais c'est leur propre geste. C'est pas le geste imposé par le constructeur qu'il faut. Donc on inverse la tendance. C'est ça.
Alors, c'est pas forcément le cas partout, on le verra, mais il y aura sûrement encore discussion à ce sujet. Mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut dire que la commande par le geste aujourd'hui, technologiquement, ça fonctionne ? Technologiquement, on est capable de le faire. Oui. Mais le taux de reconnaissance n'est pas à 100%. Et donc, justement, ça peut engendrer des déceptions chez la personne. C'est dire, dans la plupart du temps, ça fonctionne, mais juste au moment où on veut vraiment que ça fonctionne, ça ne marche plus. Donc, imaginez de nouveau la personne qui est âgée chez elle et qui veut déclencher une alarme par le geste et que, par exemple, elle se trouve derrière la table ou bien dans une autre pièce qui n'est plus visible. La commande ne marche plus et donc le système ne fonctionne plus. Donc, ces cas-là sont évidemment à exclure. Vous l'avez dit, vous utilisez des gestes simples. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans l'avenir, d'avoir des choses plus complexes pour des salles plus petites ou des environnements plus petits, par exemple ? Tout dépend de votre définition. La réponse est oui, mais à nouveau, ça dépend de votre définition de geste simple ou complexe. Ouais. Pour vous, c'est quoi, par exemple ? Alors, si vous l'avez dit, un geste simple, ce sera un geste intuitif que tout le monde pense à faire. Exactement. Et donc, par rapport à cette définition-là, en fait, du point de vue de Schemi, il n'y a pas de geste complexe. Ouais. Il y a juste une information qui est mal communiquée. Donc, si finalement on n'arrive pas à synchroniser le public par rapport au geste qu'on voudrait qu'il fasse, c'est que c'est notre logiciel qui n'a pas communiqué l'information de manière suffisamment non ambiguë pour que le public l'interprète. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas de geste complexe vraiment, c'est plutôt, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à les synchroniser, qu'ils comprennent qu'ils doivent, j'en sais rien, se gratter la tête ou mettre la tête vers la gauche et vers la droite. Donc, donc en fait, on arrive presque à faire un peu ce qu'on veut au public. L'important, c'est qu'on lui communique le message et qu'il ait surtout le feedback, qu'il a un impact. Et par rapport à cette illusion du geste, on est vraiment là-dedans, puisqu'on donne vraiment l'illusion de contrôle à toute une foule, bien que chaque individu ait un impact, mais au niveau mental, chaque individu se représente le geste qu'il est en train de faire. Quand par exemple vous avez un jeu où il faut, je sais pas moi, le dernier jeu Disney où on doit nourrir un lapin avec des pancakes et un chat avec des milkshakes, on a vraiment l'impression qu'on est en train de servir des pancakes à un personnage ou à un autre, alors que c'est purement virtuel, tout se passe, on touche même pas à un objet, donc tout ça est purement illusoire. Oui, c'est ça, alors qu'effectivement, on voit les gens dans la salle qui sont investis de leur propre rôle. Tout à fait. Et qui pensent que c'est eux, avec leurs gestes, qui font bouger l'assiette en fonction. Ça vient du dessin animé Ralph 2.0. Exactement, oui, tout à fait. La deuxième édition. Et donc, effectivement, on a l'illusion de commander quelque chose, mais vous induisez le geste chez les personnes. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment très paradoxal parce qu'il y a l'illusion, mais c'est aussi la réalité, puisque ce sont littéralement leurs gestes qui sont interprétés, détectés et qui sont introduits dans le jeu. Mais là où je pars d'illusion, c'est qu'il n'y a pas de contact et tout se passe dans leur mental. C'est leur mental qui va créer la sensation que, j'en sais rien, moi, que le pancake sent bon, qu'il y a du sirop d'érable dessus, blablabla, et qu'ils l'envoient vers la gauche et vers la droite. Et c'est là que je trouve vraiment que cette définition d'illusion de contrôle, elle est réelle, quoi. Ouais. On la touche du doigt, quoi. Alors, si je comprends bien, il n'est pas intégré dans la machine au départ que c'est tel geste qui va faire telle commande. La machine repère un geste qui paraît naturel. Oui, donc la manière dont on travaille, on travaille à l'envers, c'est-à-dire que on va développer un jeu, on se dit ce serait super de faire un jeu comme ça, et puis au moment où on veut déterminer quelle émotion le public doit ressentir, on va utiliser le geste qui nous permet de se rapprocher le plus possible de l'émotion que le public doit ressentir. C'est ça. Et donc, c'est peut-être pas le geste le plus, auquel on penserait le plus, mais celui qui est le plus cohérent avec l'émotion. C'est ça. Et donc, bien évidemment, le jeu final, le geste est encodé. La machine ne va retenir que tel ou tel geste, mais dans la phase d'exploration, de prototypage, on teste un peu tout et n'importe quoi pour savoir qu'est-ce qui est le plus congruent, qu'est-ce qui est le plus intuitif et le plus naturel pour le jeu. C'est ça. La machine est en machine learning aussi, alors, pendant le jeu en lui-même. Pas pendant le jeu, pendant la phase de production. D'accord. Tout à fait. Donc, dans cette illusion du jeu, c'est un mélange, c'est beaucoup plus complexe que peut-être ce qu'Antoinette disait aussi, parce que alors j'ai dû reprendre des extraits parce qu'on a eu une longue conversation hyper intéressante et vraiment je regrette qu'elle soit pas avec nous, mais elle parlait, elle donnait des exemples du fait que si vous ne faites pas un geste qui a été préprogrammé par le logiciel, vous n'aurez pas la commande. Donc quelque part, c'est effectivement ce geste-là que vous devez faire et pas un autre, sinon ça ne fonctionnera pas. Exactement, et ça c'est fondamental parce que si c'est un autre, en fait, c'est du bruit, et donc je ne suis pas capable d'anticiper
ce qui va se passer. Donc, je n'ai pas l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle, c'est vous me dites, si vous faites A, il y aura B. Si vous faites A, il y aura B. Si vous faites C, il y aura D. Mais si maintenant je fais A et que parfois c'est B, parfois c'est C, en fait, c'est complètement aléatoire, ça marche pas votre système, au revoir. On va devenir des grands pantins. Tout à fait. Agiter. Bon, on va revenir sur cette notion avec vous, Jean. Dans un instant, vous retenez bien votre idée, parce que là, il faut qu'on passe vraiment la publicité. Et puis, on se retrouve de toute façon dans une petite minute à peine. Tendance première. Commandé par le geste dans nos interactions homme-machine, c'est le sujet du jour avec Jean Van der Donk qui est informaticien Luciel. Et vous êtes, on peut le dire, lauréat de la chaire Francky. Oui, qui débutera la semaine prochaine et qui aura justement l'occasion de poser la question, est-ce que c'est vraiment naturel, souhaitable et pas si intrusif que ça de commander tout par le geste? Sa voiture, son frigo, son percolateur ou même quoi que l'on veuille. Oui, en sachant que tout le monde n'aura, encore une fois, peut-être pas le même langage, c'est déjà le cas maintenant, tout le monde n'utilise pas le même langage, et que d'une culture à l'autre, ces langages peuvent encore varier. Et puis imaginons une multiplication effectivement de ces possibilités, et voyons un tram ou un métro où tout le monde se met à agiter. Alors dans une salle de cinéma, comme on le voit ici à l'image, c'est drôle, ça fait partie du jeu, et c'est un jeu, c'est prévu pour. Mais voilà, dans un lieu public, est-ce que ça ne risque pas d'apporter quelques désagréments ? La dimension sociale, ou en tout cas l'impact social que quelqu'un fasse un geste en public, peut évidemment paraître un peu drôle. Et donc, il faut faire attention à cette partie-là aussi. Tout dépend du type de geste. Si, par exemple, c'est pour ça que Antoinette Rouvroy a raison de dire que les usages sont codés. Mais prenez, par exemple, Mini Europe. Vous avez déjà visité tout à la fin de Mini Europe? Non, j'avoue. Il y a un jeu, par exemple, où le geste est totalement pris en compte. Donc, les gens arrivent et doivent recomposer la partition de l'hymne européen en reprenant les notes dans l'espace et en les repositionnant au bon endroit. Mais tout est fait par le geste. Donc quand les gens arrivent, il n'y a personne qui leur dit comment ça fonctionne. Il y a des Japonais, des Asiatiques, des Africains, de toutes les nationalités. Pas besoin de leur expliquer. Après 5 minutes, ils ont trouvé qu'en se déplaçant, en prenant leurs mains, leur corps, ils arrivent à faire leur geste naturel et arrivent à piloter le système. Et donc à recomposer la partition. Ah ouais. Ça leur prend un certain temps, mais personne ne leur explique. Pas de clavier, pas de souris, enfin s'il y a un écran, mais... Maintenant, ceci dit, donc là, quand c'est un cadre ludique, la dimension sociale est bienvenue. Mais si je commence à m'agiter en plein tram ou bien devant un écran public, est-ce que les gens qui se trouvent autour de moi vont me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Oui, le pauvre, ou qu'est-ce qui leur arrive? Tous dans leur coin, à jouer, par exemple, alors, à 4. Un autre exemple très comique, par exemple, maintenant, on arrive aussi à faire des gestes dits subtils. Par exemple, si je suis en réunion et que je veux répondre à un SMS, mais sans montrer que je suis occupé, je peux faire un geste très simple, par exemple, sur ma jambe, ou même sur mon nez, ou sur mon oreille. C'est détecté, mais... Est-ce que vous ne trouveriez pas un peu rigolo que je commence à toucher mon oreille pendant que... Je peux me poser la question, est-ce qu'il me drague? Est-ce qu'il y a une signification? Non, mais c'est vrai, et en plus... Technologiquement, on peut, mais... Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Donc, et comme je le voyais aussi sur des voitures, où pour le moment, c'est sur certaines fonctions qui sont visiblement très limitées, mais j'ai voyé une entreprise, alors je pense qu'elle est canadienne, mais je ne l'affirmerai pas, je vais essayer de retrouver ça, qui proposait dans l'avenir, effectivement, de pouvoir, par exemple, commander un manuel de navigation au sein même de sa voiture et par le geste. Alors, est-ce que ça se fera à l'arrêt? Est-ce qu'on pourra le faire quand on conduit? Chose qui me paraît quand même un tout petit peu délicate. Mais justement, là, la situation yeux libres dont je parlais là tantôt, ici, ça peut avoir un intérêt. Certaines voitures de marque allemande de haut de gamme offrent la possibilité de piloter sa radio, son téléphone, sa SMS, simplement par le geste. Et l'avantage, c'est que je peux continuer à conduire ma voiture sans regarder un écran, sans regarder autre surface. Je fais juste le geste dans une certaine configuration. Alors, le geste en question, c'est de tourner un gros bouton. Par exemple. On en revient à des choses un peu archaïques. C'est la métaphore du monde physique. On essaie toujours de représenter des gestes, mais on dit, si ce sont des gestes qu'on a l'habitude de faire, autant les reprendre. Parce que là, les gens les retiennent. C'est surtout ça, c'est la mémorabilité. Plus les gestes sont mémorables et sont faciles à retenir, plus ils sont repris. Sinon, ils ne sont pas utilisés. Je pense à ma fille, elle n'a jamais tourné un gros bouton de sa vie sur une radio. Elle a une télécommande, elle appuie sur le bouton plus ou sur le bouton moins. Donc il y a des pratiques différentes. Quand on parle de l'universalité de certains gestes, je pense qu'il y a des questions effectivement à se poser de ce point de vue-là pour que... Bon, alors, in fine, évidemment, c'est quand même pour que les choses deviennent ou ludiques ou deviennent de l'ordre du service quand on parle du milieu médical, etc. Bon,
parfois il y a des milieux où on peut se poser des questions quand même. Mais vous parliez même du domaine militaire qui utilise la commande par le geste. Oui, par exemple, en situation de combat, ils peuvent commander un drone par le mouvement. Donc le drone se déplace non plus par commande clavier, puisque en situation critique, plus besoin d'un appareil physique, pas besoin de contact, ou bien l'environnement l'empêche, et donc on le pilote simplement par le mouvement du bras. Ah oui, donc tout est simplifié. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement trop simplifié? Parce que je me dis, du coup, on va tellement simplifier ce langage homme-machine que on n'aura plus de réflexion ou plus le temps de la réflexion pour pouvoir poser un acte, par exemple. Ah, bien sûr, tout dépend de celui qui est responsable de l'acte. Nous avons notre gestuelle donne toujours beaucoup d'informations, mais maintenant on ne peut pas tout faire par le geste non plus. Je me vois mal commencer à rédiger un document par le geste. Bien sûr, je peux écrire dans l'air. Donc je pourrais par exemple avec mon index écrire par exemple quelque chose, mais je ne vais pas commencer à écrire tout un texte dans l'air simplement en bougeant mon doigt. Oui, si c'est pour donner une petite réponse rapide, par exemple à un SMS, ça je peux le faire, mais je ne vais pas commencer à rédiger des choses complexes grâce à ça. Ce n'est pas possible. Oui. Oui. En fait, par rapport notre approche par rapport au geste, que ce soit dans Schemi ou ailleurs, c'est on doit trouver le geste qui nous donne le maximum d'illusion de contrôle. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une meilleure adoption, on fait du geste. C'est ça. Donc, typiquement, vous parliez des gros boutons. En fait, j'ai l'impression si je tourne vers la droite ou vers la gauche, ça fait quelque chose, quoi. Ouais. Donc, c'est probablement pour ça qu'on reste encore à des choses physiques. Mais si c'est un geste qui est juste en l'air et je n'ai pas un feedback qui soit haptique ou autre, j'ai pas l'impression de contrôler ce que je suis en train de faire. Et donc, finalement, je m'en désintéresse. Oui, c'est ça. Mais on voyait aussi dans pas mal de représentations. Alors je vous dis, vous mettiez gesture control sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber sur plein de startups et de sites qui vous proposent déjà ça ou qui essayent de l'intégrer. Et donc, in fine, on arrivera sans doute à ce genre de choses. Mais je voyais dans une des vidéos que l'on peut retrouver d'ailleurs, parce que vous avez un joli portfolio de tout ce que vous avez fait sur skimi.com. Et donc, je voyais une dame qui sortait de la salle de cinéma en disant « ça y est, j'ai fait mon cardio ». Parce que ça demande quand même une implication physique. Hein, tout à fait. Malgré tout. Effectivement, les expériences Schemi sont assez physiques, surtout qu'elles durent entre 5 et un quart d'heure, 5 minutes et un quart d'heure. Ah ouais? Ouais. Ah mais à la fin du quart d'heure, vous avez l'impression que c'était 30 secondes. Parce que comme j'ai dit, littéralement, on déconnecte et on rentre dans un autre univers. Et oui, c'est très physique. Et comme on est dans le jeu... Tout à fait. Alors, l'illusion de la commande, on va en reparler aussi avec Antoinette Rouvroy après les informations de 11h, où elle m'expliquait, elle me donnait comme exemple, alors ça c'est un exemple qu'on a tous vécu, et on pourrait imaginer la transposition de cet exemple avec le fait de ne plus devoir toucher des écrans ou ce genre de choses. Vous avez l'impression que vous commandez un billet d'avion, par exemple, et en fait, l'avez-vous réellement commandé de par votre propre volonté, ou est-ce que le site vous a induit qu'il fallait le commander à ce moment-là parce que vous aviez déjà vu le prix augmenter? Est-ce que c'était votre deuxième visite sur ce site de commande de billets d'avion, pardon? Est-ce que vous vous seriez laissé le temps si ce prix n'avait pas augmenté? Elle dit, voilà, ça c'est le genre de choses qui fait que vous n'êtes pas à la commande réellement de ce que vous faites, mais on pourrait élargir ça évidemment à un ensemble d'autres éléments par la commande du geste aérien ou même tactile, puisqu'on va quand même de plus en plus vers l'aérien. Vous le verrez très certainement dans l'avenir. On va y revenir bien sûr dans quelques instants, puisque pour l'heure, eh bien, il est... Et après le frisson de l'interdit à 11h de Tendance Première avec Véronique Tiberghien. Commandé par le geste, on en parle aujourd'hui et vous le savez, c'est aussi la journée mondiale de la radio aujourd'hui. Si vous voulez vous faire plaisir, parce que nous on a décidé de vous faire plaisir à l'occasion de cette journée et de vous offrir des postes DAB+, et des casques d'écoute sans fil. Vous voulez gagner l'une de ces radios DAB+, que vous allez en plus pouvoir emporter avec vous à peu près partout, ce qui est plutôt bien quand il fait beau. Ça va arriver un jour, je vous le promets, pas aujourd'hui mais ça arrivera un jour, il fait beau. Vous avez envie de vous installer dans votre jardin, mais vous voulez aussi écouter par hasard Tendance Première. Eh bien, prenez votre poste DAB avec vous et allez dans votre jardin profiter des deux. Ou bien alors votre casque d'écoute sans fil pour pouvoir écouter la radio à tout moment et n'importe où. Pour ce faire, vous nous envoyez un message par SMS au 60 31 avec le code radio ou le code casque en fonction de votre choix. Vos noms, prénoms, adresse postale, 75 centimes le message. Bonne chance à vous tous. Tendance Première. Véronique Tiberghien. On
On parle de commander par le geste, mais qui commande? Jean Van Der Donk, informaticien à l'UCL, et Lionel Lawson, le CEO de Skemi. Alors Skemi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est SKE2MI. Et si vous voulez avoir le portfolio sur leur site, c'est skemi.com. Il y a une page Facebook aussi. Enfin, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. On peut vous retrouver à peu près partout. Ah, j'imagine que Disney, ils ont fait des petits bonds de joie quand vous êtes allé les voir avec ce projet quand même. En fait, ce sont eux qui sont venus nous voir. Ah. Donc ça, c'est Donc, ils faisaient des petits bons de joie avant, ils vous ont repéré, ils ont fait des petits bons de joie, puis ils sont venus vous voir. Tout à fait. Et donc, oui. Donc, on travaille avec eux depuis 4 ans maintenant. On fait 1 à 2 sorties de films famille de Disney par an. Et dans les parcs d'attractions, on pourrait imaginer la même chose? Tout à fait. On n'y est pas encore. On y arrive, tout doucement. Moi, j'imagine le parc Astérix, ils ont un nouveau truc en 4D, là, ça pourrait bien marcher. Hein, par exemple, alors on leur glisse un peu l'idée à l'oreille, mais voilà. En tout cas, la société s'est plutôt bien développée. Tout à fait. Ces dernières années, et l'idée plutôt bien acceptée aussi à cause de ce côté ludique, j'imagine. Oui, mais vraiment ce côté social en premier lieu, c'est parce que vous allez au cinéma. En tout cas, en Europe, vous allez au cinéma. En fait, c'est chacun pour soi. On est peut-être à 2, éventuellement à 2, 3, et puis on regarde nos films, et puis on s'en va. Et ici, finalement, on permet aux personnes, au public, d'interagir entre eux, sans qu'il y ait... c'est vraiment tout à fait naturel. Parce que... Alors, vous organisez aussi ça pour des team building. Oui. On est à peu près 1000 à la RTBF, ça pourrait le faire. Ça pourrait pas mal le faire. Là aussi, je glisse l'idée à la direction qui ne nous écoute sûrement pas, mais on ne sait jamais. Commandé par le geste, Jean Van Der Donk, est-ce que c'est vraiment... Alors, on parlait justement de la gesticulation, une dame qui disait qu'elle avait fait son cardio, là, du coup. On pense aux personnes qui n'ont pas la possibilité de faire plein de gestes, etc. C'est quand même un peu fatigant. Et puis pour les personnes qui souffrent d'un handicap physique ou quelque chose comme ça, là aussi, il faudra encore des adaptations, des choses comme ça. J'imagine que ça, on n'y pense pas encore. Si, on y pense, mais c'est pas nécessairement encore déjà disponible. C'est vrai qu'un geste physique, par définition du geste, c'est toujours un mouvement physique. Donc quand il faut répéter ce mouvement, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bras du gorille. Si je dois commencer à faire le geste 10 fois ou 100 fois, je vais faire de la musculation plus que du geste. Ah oui. Mais maintenant, pour les personnes qui ont plutôt des déficiences musculaires ou physiques, il y a d'autres moyens. Je pense par exemple, savez-vous que par exemple notre langue est un des organes les plus directionnés, les plus précis possibles. Et donc, par exemple, par le geste de la langue sur la paroi du palais, je peux, par exemple, et ça existe, ça déjà, par exemple, je peux piloter, par exemple, une chaise roulante. Donc, une personne qui est tétraplégique ou hémiplégique peut, par les gestes de la langue, piloter sa chaise roulante. Donc là, ce sont des gestes très particuliers, puisque ce sont des gestes de la langue. Mais si, par exemple, un membre est indisponible, mais l'autre l'est, on peut adapter par rapport à ce geste-là. C'est ça. Je connaissais les mouvements oculaires aussi pour commander, mais je ne connaissais pas la langue. On peut par exemple aussi visiter par exemple des vidéos, des écrans ou autres, ou même des films, simplement par le regard, ou même visiter Internet. Évidemment, à la longue, si je dois commencer à regarder de haut en bas pendant 10 minutes pour défiler une page web, je vais commencer à fatiguer. Oui, c'est ça, il faut quand même un entraînement. C'est ça la grosse difficulté, la grosse limitation de la commande par le geste, c'est... de pouvoir finalement décider quand est-ce que je veux faire une commande ou quand est-ce que je suis juste... en train de faire un geste naturel. Tout à fait. Et donc c'est la grosse problématique de l'interaction gestuelle ou oculaire ou autre chose. Typiquement le suivi des yeux. Les yeux bougent tout le temps. Il y a un moment où je dois pouvoir dire ça, c'est pour faire telle commande maintenant, j'ai fini, on continue. Oui, mais imaginez si vous commandez la lumière chez vous, par exemple, en faisant des gestes. Bon, on a vu ça dans des scènes de films un peu rigolos, où vous faites des gestes qui n'ont rien à voir, mais il y a votre lumière qui s'éteint d'un coup, par exemple, parce que l'ordinateur confond. Parce qu'il faut une captation à longue distance. C'est votre cas, la captation à longue distance. Oui, tout à fait. Donc on est plus ou moins à 30-40 mètres du public. Et donc c'est un peu ça qui est donc que ce soit ce qu'on fait dans Skemi ou ailleurs, que ce soit des interactions one-to-one, la grosse difficulté c'est quand est-ce que le public veut vraiment contrôler, quand est-ce qu'il fait juste autre chose, j'en sais rien, je me gratte la tête ou je mange mes pop-corn, je veux pas que le jeu commence à jouer. Oui, c'est donc ça. Là il y a quelques contraintes qu'il faut encore lever pour le long terme. On a posé la question à Antoinette Rouvroy, qui est philosophe, je vous le rappelle, de savoir s'il y avait encore moyen aujourd'hui d'entrer dans une forme de résistance par rapport à cette illusion de la commande par le geste. Effectivement, c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que les interfaces deviennent de plus en plus invisibles.
Donc, si on parle de commander par le geste, eh bien, on se rendra encore moins compte du contexte dans lequel nous nous trouvons et des contraintes inhérentes à ce contexte, c'est-à-dire au contexte numérique, aux algorithmes, etc., que finalement on a l'impression d'agir sans contrainte. Donc la première difficulté, c'est une difficulté qu'il y a à se rendre compte de l'existence même d'interfaces qui elles-mêmes deviennent de plus en plus transparentes. Transparentes non pas au sens qu'on peut voir comment elles fonctionnent, mais au contraire transparentes en ce sens qu'elles disparaissent de notre champ de perception. Oui, c'est ça. Elles disparaissent de notre champ de perception aussi, simplement par l'habitude que nous en avons. Cet état numérique ou cet environnement numérique devient notre nouvelle nature, notre nouvel état de nature, et donc il devient très difficile de s'y opposer. Il est très difficile de résister aussi pour une autre raison, qui est que précisément aujourd'hui, les individus ont une certaine haine de la moyenne et adorent être personnalisés. C'est-à-dire que les individus eux-mêmes sont relativement demandeurs de recevoir ou d'avoir des interactions avec les bureaucraties publiques et privées qui soient très finement profilées pour eux. Nous n'aimons pas que les bureaucraties publiques ou privées s'adressent à nous en tant que membres d'une catégorie statistique, que ce soit la mère de famille de moins de 50 ans ou le jeune cadre dynamique. Nous voulons que ces bureaucraties nous reconnaissent comme uniques, comme exceptionnelles, et que donc elles nous envoient des messages qui ne s'adressent qu'à nous. C'est ça. À partir de ce moment-là, il est très difficile pour qui que ce soit d'encore confronter ses propres pulsions à des désirs qui seraient plus construits d'une part, mais aussi aux désirs des autres, voire à l'intérêt commun. Et Olivier nous dit par SMS, à 60 ans, j'ai déjà dû m'habituer aux gens qui parlent tout seuls dans la rue. S'ils se mettent en plus à gesticuler, ça va vraiment être drôle, nous dit-il. Oui, effectivement. Alors, entrer en résistance, c'est une question qu'on peut se poser par rapport à une forme d'éthique quand même, mais c'est une évolution qui semble naturelle dans les technologies qui arrivent ou qui sont déjà présentes, mais qui se développent encore aujourd'hui. La commande par le geste, qu'il soit aérien ou tactile, est-ce que c'est souhaitable de continuer de laisser aller tel que c'est aujourd'hui, Jean, ou bien faut-il effectivement quand même réfléchir à une forme d'éthique, avoir peut-être une prudence aussi? En tout cas, il faut entamer une réflexion pour savoir est-ce que les gens utilisent vraiment ce genre de technologie pour leur service, pour leur bien-être ou pas. On a toujours l'habitude de dire est-ce que la technologie sert ou dessert l'être humain, ou l'a servi peut-être. Si je suis asservi par le système parce que je suis obligé d'utiliser des commandes par geste pour arriver à mes fins, là je me sens asservi. Si par contre, par exemple, je prends le DAB que vous allez offrir à tous les auditeurs... À tous tous les auditeurs. Je pense pas que c'était l'idée de la direction, mais... Un grand nombre d'auditeurs. Il y aura demain. Que vous dites, tiens, maintenant, vous allez l'offrir avec une commande gestuelle. Par exemple, pour augmenter le son, vous levez la main vers le haut avec la paume de la main. Et puis, par exemple, vous préférez plutôt faire un geste pour augmenter le son d'une autre manière. Vous pourriez le faire. Mais maintenant, est-ce qu'il faut obliger chaque utilisateur à faire comme dans ce sens-là? Je ne suis pas sûr. D'un point de vue de sécurité, moi je donnais l'exemple de deux personnes côte à côte, le même GSM, elles font des gestes et en fait c'est le GSM de l'autre qui capte les gestes de l'un. Alors dans le cas d'une utilisation banale de son appareil, c'est pas très grave, mais est-ce que les systèmes de sécurité seraient suffisamment assurés du fait que la commande est si simple à effectuer? La commande est simple à effectuer, elle est simple à détecter, mais elle peut quand même induire en confusion. Directement, je pourrais dire ton geste n'est pas mon geste et mon geste n'est pas ton geste. Oui. Et donc, si par exemple, on se trouve plusieurs membres de la famille, par exemple, dans une même pièce, dans mon salon, l'un commence à augmenter le son de la télévision par un geste et l'autre le diminue, évidemment, il y a un conflit. Ou en tout cas, quand ce sont des gestes simples pour des commandes simples pour la télévision, c'est pas grave. Mais si par exemple je commence à valider la transaction d'un achat par courrier électronique par un geste d'un côté et que quelqu'un d'autre le reproduit par exemple, soit intentionnellement, soit non intentionnellement, j'ai pas envie. Tout à fait. En fait, pour compléter ce que Jean dit, selon moi, selon nous, on doit partir toujours de l'objectif. Donc, est-ce que votre objectif, c'est est-ce qu'il est ludique, est-ce qu'il est sécurité, ainsi de suite? Typiquement, contrôler un smartphone par des gestes, par une gestuelle sans contact, c'est une aberration. C'est pas congruent avec la tâche qui est plutôt une tâche individuelle, privée, ainsi de suite. Et donc, effectivement, si vous faites ça, il y aura des faux positifs dans tous les sens. Donc, surtout pas faire la commande sans contact sur un smartphone, dans un tram ou dans une salle avec plein de personnes,
parce que ça ne va juste pas fonctionner. C'est ça. On a une personne qui disait que ça va de pair avec la 5G sur laquelle on a quand même beaucoup de réticences aujourd'hui. Mais non, en fait, puisque vous l'utilisez déjà et qu'on n'est pas encore à l'utilisation de la 5G de manière générale. Que voulez-vous dire par est-ce qu'on utilise les ondes pour faire de la commande gestuelle ? Dans notre cas, non. Non. Pas du tout. Mais on peut imaginer que sur un smartphone, ce soit le cas, par exemple ? Oui, on ne doit pas nécessairement passer par la 5G, mais on peut passer par exemple par le réseau Wi-Fi, par les ondes radio. Par exemple, maintenant, on utilise aussi. Oui, c'est ça, mais je veux dire, les ondes 5G ne sont pas indispensables à cette. Absolument cette pas. Non, parce que ça peut être en local, c'est qu'on n'est pas. Oui, il peut y avoir des ondes par ondes radiaires, par ondes de radio. Mais maintenant, pour revenir à ce que vous disiez tout de suite, je pense à une société japonaise qui a commercialisé un petit anneau que l'on met sur le doigt. Alors déjà socialement, est-ce que si moi qui suis masculin, si je mets un anneau à mon doigt, je risque de paraître socialement différent ou pas? Et puis je commence à faire des gestes aériens pour dire ok, là je vais au restaurant universitaire, je commande mon plat et je valide le paiement de ma commande simplement par un geste sur mon anneau. Technologiquement ça peut le faire, mais ils ont fait faillite parce que les usages ne suivent pas. Ah, parce qu'il y a une réticence à les utiliser en mode public. Socialement, donc par rapport à ce que disait aussi Antoine Drouvois, socialement, on quitte la collectivité pour passer dans l'individualité et en fait, on se fait rejeter. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Ouais. Alors, oui, c'est le paradoxe aujourd'hui. On a tous envie d'être personnalisés. Hein, on n'a pas envie de faire partie d'une statistique, comme elle le disait, mais en même temps, ça, pas trop. Tout à fait. C'est une grande illusion, un gros malentendu, le côté individuel. Tout à fait. Je pense qu'on va rester dessus. En tout cas, la commande par le geste, vous êtes déjà dedans, évidemment. Et puis, la technologie va se poursuivre. Elle est à nos portes pour certains avec des choses extrêmement intéressantes, extrêmement salvatrices aussi. On l'a dit, pour le milieu médical, ça peut être très important. Et puis, des choses qui seront, à mon avis, gadgets. Et comme d'habitude, hein, à l'usage, le gadget finit très souvent, quand même, si ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais très souvent par être abandonné parce qu'effectivement, l'usage n'en est pas forcément prioritaire ou mis en avant par les personnes. En tout cas, merci beaucoup, Jean Van der Donk, informaticien à l'UCL, et bravo pour la chère Francky que vous allez animer. C'est le 20, hein, et c'est ouvert au grand public. Oui, tout à fait. C'est une grande audience. Pas à la VUB. Donc, n'hésitez pas si c'est. Regardez le site de la VUB. Voilà, et n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Puis Lionel Lawson, CEO de Skemi, SKE2MI.com, pour aller voir ce qu'ils produisent aujourd'hui. Et puis se dire, si vous revenez à la RTB, ça sera peut-être pour vous. Je serai contente. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, après une page de pub, on retrouve notre tendanceuse Nathalie Masset.